Bien, donc là, nous avons introduit la seconde quantification. L'idée, c'est donc de tenir compte, en fait, de ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, qui stipule que temps et espace doivent jouer un rôle symétrique dans les équations de la physique. Alors, cette seconde quantification, pourquoi on l'appelle seconde? Tout simplement parce que la première, c'est quantifier la matière en laissant le rayonnement obéir aux équations de Maxwell. Et la deuxième, c'est donc garder la quantification de la matière. Donc je vous rappelle l'idée. Et donc d'introduire un caractère ondulatoire aux particules de matière. On va parler de masse et de vitesse. Et ici, ça va être donc, pour le rayonnement, d'introduire le quantum d'action aussi, sous la forme E égale HF. Alors, on a un petit souci en seconde quantification, c'est que on va voir que la masse disparaît. La masse n'est plus un paramètre pertinent, et c'est un petit peu ennuyeux parce que ce qui caractérise en première quantification, ce qui permet de différencier la matière du rayonnement, c'est que la matière a une masse et pas le rayonnement. Par contre, si on passe au spin, c'est-à-dire qu'on dit que la matière correspond à des spins demi-entiers et que le caractère rayonnement correspond à un spin entier, on n'a plus de problème. Parce qu'en regardant comment l'objet tourne sur lui-même, on sait si on a une particule de matière ou une particule de rayonnement. Car n'oubliez pas que ici, l'aspect ondulatoire disparaît. On va dire que le rayonnement qui est une onde est aussi une particule. Donc, on va juste étudier, la seule variable qui reste pour différencier matière et lumière, c'est ce qu'on appelle le spin. Voilà, donc on en est là, et devinez ce qu'il va falloir faire. Il va falloir faire un saut quantique, on en a déjà fait un. Tout à l'heure, le saut quantique était simple. Je vous avais montré l'image, il fallait aller d'un bout d'une falaise à un autre en sautant dans le vide. Là, il ne s'agit plus de sauter d'une falaise à une autre, il faut aller dans le vide. C'est-à-dire que la seconde quantification met en valeur, en lumière, le vide, ce qu'on appelle le vide comme étant la source de toute réalité. Alors c'est là où ça devient intéressant, parce que la seconde quantification rejoint donc les grandes traditions orientales qui prétendent effectivement que la matière est une illusion et que la vacuité est la seule chose qui est en fait intéressante. Dès qu'on est dans la matière, on souffre. Dès qu'on est dans l'état de vacuité, on ne souffre plus. Donc il faut ne pas hésiter. Au lieu d'essayer de chercher d'une matière, sauter d'une matière à une autre, il faut carrément plonger dans le vide. Et je conçois que ça soit un petit peu difficile. Alors on va commencer par des choses relativement simples. Alors c'est pas parce qu'elles sont simples, on a quand même besoin de chiffres pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc il faut manipuler quelque peu les chiffres, mais par contre, j'ai simplifié ça au maximum, c'est des multiplications, des divisions. Normalement, vous devriez être capable de les faire. Alors, pourquoi on va en seconde quantification? Bien sûr, parce qu'on veut expliquer le spin, on veut savoir d'où ça vient. Alors ça va être un petit peu compliqué, parce qu'il va falloir introduire une nouvelle équation, qu'on appelle l'équation de Dirac, on oublie Schrödinger. Schrödinger n'est pas relativiste, donc on va faire une nouvelle équation, mais là, c'est beaucoup trop mathématique pour que on puisse en parler ici. Donc on va plutôt faire des choses un petit peu basiques, c'est faire comme en première quantification, énumérer les problèmes à résoudre. Alors un problème, c'est donc l'instabilité du noyau atomique. Je vous rappelle que la première quantification a rendu les atomes stables, alors qu'ils étaient instables dans la physique classique. C'était un gros travail. Par contre, on a un problème avec le noyau. Pourquoi? Parce que le noyau, vous voyez, c'est une espèce de boule. Ce qui est en bleu, c'est les protons. En rouge, on va mettre les neutrons, ou l'inverse, peu importe, on va voir qu'en fait, c'est la même chose. Je vous rappelle que, d'après un des principes de la physique quantique, on ne peut pas mettre des couleurs.
les particules sont indiscernables, et on va voir que les protons sont indiscernables des neutrons dans les noyaux. On n'en est pas encore là. Pour le moment, je mets des couleurs pour que vous puissiez voir qu'un noyau, c'est une boule. Alors, cette boule est toute petite, hein, elle fait 10-15 mètres, un femtomètre, c'est tout petit. Alors, que nous apprend la physique? Eh bien, elle nous apprend que deux protons ont une charge électrique, les neutrons n'en ont pas, ce qui fait que les protons vont se repousser. Puisque plus c'est plus, ça ne peut pas coller. Alors, on va calculer l'énergie, c'est facile, parce qu'on a la constante de Coulomb, qui nous permet de faire le calcul. On voit que les deux protons se repoussent à une distance de 1 femtomètre avec une énergie de 231 femtojoules. Vous voyez qu'on a pris un facteur 1 million. Avant, avec les électrons, on travaillait avec des heptojoules, 10-21. Là, on travaille avec des femtojoules. Et ça, c'est toujours comme ça. Plus vous allez à petite taille, plus les énergies deviennent importantes. C'est pour ça que si vous voulez étudier la matière à très petite taille, il faut des accélérateurs de particules géants qui permettent d'accélérer à des énergies considérables. Donc là, on est sur des femtojoules. Après, ne pas oublier que les protons sont des particules de matière, elles obéissent aussi au principe d'Heisenberg. C'est-à-dire qu'un proton, dans un rayon de 1 femtomètre, ça s'agite. Parce que la nature ne tolère pas le repos. Il faut que tout bouge. Et lorsqu'on calcule cette énergie cinétique de mouvement, alors là, vous voyez qu'on a un sérieux problème. C'est 33,25 femtojoules pour un confinement dans 1 femtomètre. On voit que, en fait, la répulsion électrostatique de Coulomb, c'est pouillème, quoi. Le gros problème qu'on a, c'est comment expliquer cette très forte répulsion. En fait, le proton et le neutron n'a qu'une envie, c'est de sortir. Il a une telle énergie qu'il a une énergie cinétique énorme, il ne demande qu'à sortir, et l'expérience montre qu'il ne sort pas. Donc ça veut dire qu'il y a une force qui le maintient à l'intérieur de ce noyau atomique, et ça va être le travail d'éluder cette force. Alors, encore une fois, je prends quelque chose qui est très simple, on ne va pas entrer dans les détails. Ça fait appel à ce qu'on appelle, on va dire que les protons et les neutrons ne sont pas des particules insécables. On peut les couper en petits morceaux, comme on l'a fait avec l'atome. Quand on a pris l'atome, vous pouvez le couper en protons, neutrons et électrons. Eh bien, un proton ou un neutron peut se couper en quarks. Ce sont des nouvelles particules qui ont été identifiées dans les années 60. Je vous donne donc les caractéristiques de ces quarks. Il y a un quark qui est ce qu'on appelle up. Alors, les noms sont débiles, mais c'est pas ma faute. C'est les physiciens qui ont pris ça. Un quark up, un quark down. Alors, comme on le verra, les masses ne sont pas très bien définies, parce qu'on est en seconde quantification. Et comme je vous l'ai dit, en seconde quantification, la masse, c'est pas le bon paramètre. On le voit bien ici, puisque on ne peut donner que des encadrements. Il n'y a plus une valeur précise de la masse. Si vous préférez, on est à tellement petite échelle de taille que même la masse devient quelque chose de flou, de pas bien défini. Donc on le voit ici sur les masses. Bon, par contre, on voit que le quark down est quand même un peu plus massif que le quark up. Et par contre, ce qui est très clair, c'est qu'ils ont deux charges très différentes. Le quark up a une charge de 2 tiers, de plus 2 tiers, le quark down a une charge de moins 1 tiers, donc ça va bien. Pourquoi? Parce que si je veux faire un proton, je vais prendre 2 quarks up et un quark down, ce qui va faire une charge de plus 1. Et si je veux un neutron, je prends 2 quarks down et un quark up, ce qui fait une charge de 0. Donc comme ça, on justifie la charge nulle du neutron et la charge électrique plus 1 du proton. Ensuite, comme vous le voyez, on a quand même un petit souci, c'est que la masse donc, des quarks, de 3 quarks dans un proton, c'est 2,02 picojoules, alors que la masse du proton exprimée dans la même unité, c'est 150. Autrement dit, il y a plein de masse dans un proton qui n'est pas dans les quarks. Alors, il y a une... on va voir qu'il est dans le vide, en fait. C'est-à-dire que là, nous sommes à tellement petite échelle que le vide a une masse. Je sais, c'est étrange, mais c'est comme ça. Le vide pèse quelque chose. Et en fait, la masse d'un proton, c'est essentiellement la masse de son vide interne. Voilà. De même, le neutron, la somme des masses ne peut pas dépasser 2,45 picojoules. Et ce qu'on observe, c'est qu'il a une masse aussi de 150 picojoules. Donc, on est un petit peu ennuyé, mais c'est pas grave, parce qu'on peut très bien justifier cette masse grâce à la relation
E égale mc2 de la relativité, puisque là on est en relativité, on peut transformer la masse en énergie ou l'énergie en masse. Donc on va calculer l'énergie de confinement dans les quarks. Voilà, donc on a un confinement qui est à 3 dimensions, donc on va avoir un facteur 3 qui est introduit, et puis ensuite, eh bien, on applique donc la relation d'incertitude, et on trouve donc, comme vous le voyez, une énergie de confinement qui est de 55 picojoules par quark. Et après, multiplié par 3, ça fait 160, mais vous voyez, on retrouve à peu près la masse qui manquait, c'est-à-dire qu'on a une seule conclusion qui est possible, protons et neutrons sont constitués à 99% de vide. Alors, pour ceux qui sont un peu perdus par les picots, les femtos, les nanos, parce que c'est vrai qu'on est à très petite échelle, on va terminer cette vidéo en prenant un exemple à notre échelle, parce que ça c'est plus simple. Donc, je vais abandonner les femtojoules pour les kilogrammes, parce que là au moins tout le monde connaît. Dans les kilogrammes, on va faire, voilà ce qu'on va faire. On va dire qu'un corps humain, c'est à peu près 70 kg, et on connaît la composition chimique. Je vous ai donné la composition chimique d'un homme et d'une femme. Donc on va reprendre les chiffres, mais ce qu'on va faire, c'est de nouveau calculer en nombre, mais là, on va aller chercher le nombre de quarks up et le nombre de quarks down qu'il y a dans un bonhomme de 70 kg. Alors évidemment, il y en a beaucoup, hein, parce que c'est les quarks, c'est tout petit, mais peu importe, on a des chiffres, on peut faire les calculs, vous pouvez les vérifier si ça vous amuse. On connaît les masses, on va prendre une masse moyenne, parce qu'on a vu que c'était pas très bien connu, mais on peut prendre donc des valeurs moyennes en kilos, donc ça fait à peu près, un quark c'est à peu près 10-30 kg. Et puis on va sommer la somme des quarks up, la somme des quarks down. Pourquoi? Parce que le down est un peu plus mou, lourd, un peu plus de masse que le up. On additionne tout ça et on voit donc que quand vous montez sur la balance et que votre poids affiche 70 kg, vous faites en fait que 800 grammes de masse. Tout le reste, les 69,2 kg, c'est... Oui, 69,2 kg, c'est le vide qui vous constitue. Donc en fait, on fait le rapport, c'est-à-dire qu'on a fait de 1% de matière pour 89% de vide. Sachant que l'eau, que je vous avais dit précédemment qu'on était essentiellement fait de 96% d'eau, bah vous voyez que, en fait, derrière l'eau, il y a encore autre chose qui se profile, c'est le vide. Donc effectivement, la seconde quantification, c'est l'art de mettre du vide dans les choses, et au lieu de regarder la matière, on va regarder le vide. Parce que là se trouve toute la chose.